Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une forme de magie. Une magie qui se produit à chaque seconde à l'intérieur de notre corps. Comment est-ce qu'on transforme ce que l'on mange en énergie pure? C'est quand même une question fascinante, non? Comment un objet aussi banal, un simple morceau de sucre, peut contenir assez de puissance pour alimenter un exploit d'endurance aussi incroyable qu'un marathon? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Le processus, à première vue, a l'air simple. On mange, le sucre passe dans les cellules, et puis il y a cette étape mystérieuse, cette sorte de boîte noire, et pouf, de l'énergie. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette troisième étape? C'est l'énigme qu'on va résoudre ensemble. Bon, pour comprendre toute cette transformation, il faut d'abord faire connaissance avec les personnages principaux de notre histoire. D'un côté, on a le carburant, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler la monnaie d'échange énergétique. Tout commence avec ce qu'on appelle la matière organique. En gros, c'est la recette de base de l'univers pour stocker de l'énergie. La règle est simple. Si une molécule contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, bingo, c'est une réserve d'énergie potentielle. Et le héros de cette histoire, le carburant star, c'est lui, le glucose. C'est le sucre le plus simple, celui en lequel tous les glucides plus complexes qu'on mange finissent par être décomposés. C'est vraiment le carburant préféré de nos cellules. Mais voilà, il y a un hic. La cellule ne peut pas brûler le glucose directement. C'est un peu comme si on essayait de faire rouler une voiture avec du pétrole brut. Ça ne marche pas. Il faut d'abord le raffiner, le transformer en une monnaie que la cellule peut réellement utiliser. Et cette monnaie, cette devise universelle du vivant, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est la petite batterie rechargeable de nos cellules. Absolument tout ce qui se passe dans une cellule, que ce soit la contraction d'un muscle ou l'envoi d'un signal nerveux, est payé avec de l'ATP. Le nom adénosine triphosphate, je sais, ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est très descriptif. On a une base, une encre, qui est l'adénosine. À cette encre sont attachés donc 3, groupes phosphate. Et c'est là, dans ces packs, que se cache toute l'énergie. Alors, maintenant qu'on connaît nos acteurs, passons à l'action. Comment l'énergie qui était dans le glucose est-elle utilisée pour recharger ces fameuses batteries, ces molécules d'ATP? Et voilà le point clé, le truc vraiment fascinant. L'énergie n'est pas stockée dans les atomes eux-mêmes, mais dans les liaisons chimiques qui relient les groupes phosphates entre eux. C'est un peu comme un ressort qu'on aurait comprimé au maximum. L'énergie est libérée au moment où on casse la liaison ou on relâche le ressort. En fait, la cellule gère son énergie avec un cycle qui tourne en permanence. Quand une batterie est pleine, c'est de l'ATP. La cellule casse une liaison, libère de l'énergie, et l'ATP devient de l'ADP, la batterie vide. Ensuite, l'énergie du glucose sert à recoller ce phosphate, à recharger la batterie. Et ça recommence, des milliards de fois par seconde. Mais attention, la quantité d'ATP qu'on peut fabriquer avec une seule molécule de glucose n'est pas toujours la même, loin de là. Tout dépend d'un facteur absolument critique, la présence ou l'absence d'oxygène. On peut voir ça comme un carrefour. La cellule arrive à une interception. Un chemin est une petite route de campagne qui rapporte un peu d'énergie. L'autre, c'est une autoroute qui mène à une véritable fortune énergétique. Et le panneau indicateur, c'est l'oxygène. Regardons ce qui se passe avec de la levure, c'est un super exemple. Quand il y a de l'oxygène, la levure dégrade complètement le glucose. Les déchets sont juste du CO2 et de l'eau, et surtout la production d'ATP est hyper élevée. Sans oxygène, par contre, la dégradation est incomplète. Il reste de l'alcool et la production d'ATP est minuscule. Et ce graphique, il parle de lui-même. Le fossé est gigantesque. Avec l'oxygène, on obtient environ 36 molécules d'ATP pour un seul glucose. Sans oxygène, à peine 2. Ce n'est même pas comparable. C'est la différence entre un salaire et de l'argent de poche. On peut donc maintenant mettre un nom sur ces deux voies. La respiration, c'est la voie royale, celle qui utilise l'oxygène et qui est ultra efficace. La fermentation, c'est la voie de secours, bien moins rentable pour quand l'oxygène vient à manquer. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette différence folle? Ce n'est pas juste la présence de la molécule d'oxygène. La cellule possède une sorte d'arme secrète pour pouvoir l'utiliser. La vraie question est donc la suivante. Quel est cet élément à l'intérieur de la cellule, ce complice qui travaille main dans la main avec l'oxygène pour débloquer tout ce potentiel énergétique? La réponse, en fait, elle saute aux yeux quand on regarde les cellules au microscope. Celles qui vivent avec de l'oxygène sont bourrées de petites structures en forme de haricots. Celles qui vivent sans oxygène en ont très peu. Et cette structure, c'est la mitochondrie. Et voilà, la dernière pièce du puzzle. La mitochondrie, c'est la centrale électrique de la cellule. C'est l'endroit physique où la respiration a lieu. On peut avoir tout l'oxygène qu'on veut, s'il n'y a pas de mitochondrie pour l'utiliser, la cellule reste bloquée sur la voie à faible rendement. L'oxygène est la clé, mais la mitochondrie est la serrure. Bon, et tout ça, concrètement, quel est le rapport avec notre vie de tous les jours? Eh bien, la connexion est bien plus directe qu'on ne pourrait le croire.
Si on récapitule la séquence logique, c'est d'une clarté limpide. Quand il y a de l'oxygène, les mitochondries peuvent fonctionner à plein régime. Ces mitochondries assurent la dégradation totale du glucose. Et cette dégradation totale conduit à une production massive, vraiment massive, d'ATP. C'est aussi simple que ça. Et ces deux processus sont partout. La fermentation des levures, c'est ce qui fait lever le pain. La respiration cellulaire, c'est ce qui alimente chaque flexion de nos muscles, chaque pensée qui traverse notre cerveau. Ces deux voies sont les moteurs du monde vivant. Et pour finir, une petite information assez vertigineuse. Chaque jour, l'ensemble des cellules de notre corps produit une quantité d'ATP qui équivaut à notre propre poids. C'est une quantité d'énergie absolument phénoménale. Ça laisse rêveur, non ? Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir avec une telle puissance à notre disposition ?